Les amis, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour ce format, je sais que vous l'appréciez particulièrement. On va commenter ensemble le nouveau documentaire que l'on vient de vous diffuser avec Frontières Plus. Vous le voyez derrière moi, LFI, la fabrique de la haine. Alors, la fabrique de la haine avec la France Insoumise, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on va voir tout ça à travers ce documentaire qu'on va parcourir ensemble avec ces réseaux, certains liés au réseau islamiste, fréristes, qu'on a pu pointer du doigt avec Frontières. Vous savez qu'aujourd'hui, une commission d'enquête parlementaire s'est ouverte sur LFI avec ses liens avec l'islamisme. C'est notamment dû à notre magazine sur LFI, le parti de l'étranger, mais aussi des témoignages, des experts qui nous disent comment il y a eu cette fabrique de la haine au sein de ce mouvement. Donc vous allez voir tout ça, on va commenter ensemble en direct. Et avant de passer au premier extrait, vous rappelez qu'en septembre, nous avons un projet, lancé une radio 24h sur 24, 7 jours sur 7, qui permettra de commenter cette fabrique de la haine, qui permettra de commenter la commission d'enquête parlementaire sur ce mouvement, mais aussi d'être sur le terrain, en direct, en continu, tout le temps avec vos régions, vos départements, les gens comme vous, les gens qui vous ressemblent, les gens de chez vous. L'idée, c'est d'aller partout en France, d'être branché en continu. Mais cette radio, pour exister, eh bien, ça coûte de l'argent, ça a un financement, voilà, c'est des gens qui sont derrière, c'est des moyens techniques, c'est des locaux, des studios. Et donc, on a besoin de vous. On a lancé un appel aux dons. N'hésitez pas à aller sur notre site sur www.frontieresmedia.fr/don, même 1 euro, ce serait génial. Donc merci à vous d'y contribuer. Allez, on lance le premier extrait, c'est parti. LFI est devenu le premier parti pro-islamiste de France. Ils ont gagné un nouvel électorat. Je me permets de rappeler que ces gens-là sont main dans la main avec des islamistes qui ont massacré des juifs, y compris en France. D'accord ? Mélenchon a foulé aux pieds la laïcité, la République, l'universalisme et même la simple décence, pour ne rien dire de l'antisémitisme dont il pratique les 50 nuances. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. En bon trotskiste, il sait qu'il y a 2 manières de gagner le pouvoir, soit par les élections, soit par un moment, les circonstances, comme il aime le dire. Ils sont capables de tout. Ils n'auraient aucune pitié pour vous s'il vous arrivait quoi que ce soit. Ils sont complètement sans limite. Jean-Luc Mélenchon est la honte de la gauche. Je veux croire qu'il n'en sera pas l'avenir. LFI, ce sont les idiots utiles de l'islamisme. C'est un parti de l'étranger, il faut le dire. LFI est devenu un parti de l'étranger et qui agit comme tel. Voilà, cette introduction, c'est le moment que j'ai voulu regarder avec vous. Il nous met bien en jambe sur ce qu'on va retrouver dans ce documentaire. D'abord, avec 3 experts qui savent très bien de quoi ils parlent. Éric Nolot. Éric Nolot, il a fréquenté pendant des années Jean-Luc Mélenchon. Il l'a bien connu, il l'a interviewé à de nombreuses reprises. Et puis surtout, il a vu son évolution vers l'islamisme, la radicalité, vers l'antisémitisme, vers le racisme anti-blanc. Vous le voyez dès l'introduction de ce documentaire, lorsque Jean-Luc Mélenchon dit « Je ne supporte pas de vivre dans un quartier où il n'y a que des blancs ». Il a besoin de voir, vous savez, cette fameuse créolisation dont il nous parle souvent. Gilles-William Goldnadel, avocat, bien sûr, que vous connaissez, vous voyez régulièrement sur les plateaux de CNews. Gilles-William Goldnadel, il est là pour nous montrer à quel point lui-même le ressent, à quel point ce mouvement est devenu à certains égards antisémite, en tout cas à des connivences avec des mouvements relents antisémites, à des propos qui flirtent avec l'antisémitisme. Je pense à Rima Hassan, à Ercilia Soudeh, et donc vous allez voir tout au long du documentaire, c'est intéressant puisque Gilles-William Goldnadel commente en direct les images de terrain qu'on a pu mettre dans ce documentaire que vous allez retrouver tout au long. Et puis aussi Olivier Vial. Alors Olivier Vial, vous savez, c'est le directeur du Centre d'études et de recherche universitaire. Vous aviez pu lire dans notre magazine dédié à LFI 4 pages d'Olivier Vial qui explique comment certains chez la France Insoumise, et notamment Jean-Luc Mélenchon, sont encore idéologiquement issus du trotskisme. Et c'est ce qu'il explique dès cette introduction. Pour la France Insoumise, il y a 2 façons de prendre le pouvoir, soit par la rue, soit par les urnes. Vous devinez bien que par les urnes, ils n'y arriveront pas, en tout cas pas aujourd'hui, encore heureux. En revanche, il y a la rue, il y a les pavés, les prières, les provocations, et c'est tout ça qu'on va vous montrer dans ce documentaire. Vous avez déjà un petit aperçu, quelques images qui ne peuvent vous donner qu'une envie. Regardez la suite. Et on y va tout de suite. La France Insoumise, fondée et toujours pilotée par Jean-Luc Mélenchon, est devenue le grand navire amiral de la gauche radicale. Un parti qui attire à lui la majeure partie des mouvements politiques du camp écologiste, progressiste et socialiste, en étant à l'origine du projet NUPES,
puis Nouveau Front Populaire. Mais cette gauche qui s'est radicalisée au fil du temps, profitant d'événements nationaux et internationaux pour pousser les limites du débat et de l'action politique, est allée ces dernières années jusqu'à sombrer dans la proximité avec les franges les plus extrêmes et dangereuses qui soient, des islamistes aux antisémites, en passant par les racialistes. Le tout dans un but précis, permettre la victoire en 2027 du parti de l'étranger. Éric Nolot est un essayiste et chroniqueur bien connu de l'extrême gauche. Il a fréquenté Jean-Luc Mélenchon pendant des années et est aujourd'hui honni par la mouvance radicale. Lui qui se veut héritier de la vraie et vieille gauche laïque et républicaine, il fustige aujourd'hui dans de nombreux écrits LFI, ce parti qui a sombré dans la violence et l'islamisme. La tactique de LFI est double, mixte, hybride. C'est-à-dire on joue le jeu dans les urnes, voilà, et puis en même temps on fait de l'agit-prop, on encourage les mouvements de violence, on fait monter la tension. De toute façon, il faut écouter Jean-Luc Mélenchon, il a tout dit, il faut tout bordéliser, il faut tout conflictualiser, etc. Donc voilà, il faut prendre au sérieux ce qu'il dit, peut-être enfin, je crois que les gens ne prennent pas au sérieux. Tout est annoncé chez Jean-Luc Mélenchon. Donc en effet, les violences de rue font partie de la stratégie de LFI, il faut constamment souffler sur les braises, et je pense qu'il y a un rêve qui est plus puissant que d'arriver à l'Élysée, que d'accéder au pouvoir chez LFI, c'est en effet que le RN y parvienne. Parce que là, on pourra jouer la lutte contre le fascisme en temps réel, dans la réalité. Là, ce sera vraiment formidable pour eux. Ils vont s'en donner à cœur joie. Parce que ce fantasme révolutionnaire, eh bien, c'est à la base de l'imaginaire de l'extrême gauche, et tout particulièrement de Jean-Luc Mélenchon. Donc je pense que tous les jours, en se rasant, il ne rêve pas de lui-même à l'Élysée, M. Mélenchon, mais de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella à l'Élysée. Oui. Alors, ce qu'on a choisi de faire dans ce documentaire, dès le départ, c'est de vous rappeler l'historique de la France insoumise, d'où elle part, avant de vous expliquer toute cette nouvelle galaxie qui entoure Jean-Luc Mélenchon. La France insoumise, elle part de 2010, même si le parti a été créé en 2016, idéologiquement, on part quand même de 2010 où Jean-Luc Mélenchon nous explique sur TPMP, vous voyez cet extrait, que la burqa n'est pas compatible avec la République, que c'est un voile qui dénigre la femme, que tout simplement c'est affreux et qu'une femme n'a pas à être couverte. C'est grosso modo ce qu'il dit dans les lignes, et donc vous avez Éric Nolot, Jules Laurent, notre rédacteur en chef, qui succède effectivement pour raconter comment il y a une progression, comment on est allé vers de plus en plus de radicalisation pour une seule raison, parce qu'il fallait séduire un nouvel électorat, gageant sur l'idée que les 400 000 voix qui manquaient à Jean-Luc Mélenchon pour être au second tour en 2022 pouvaient s'obtenir dans les quartiers et dans les cités. Mais il y a aussi un phénomène, celui qui est davantage social, comme l'explique Jules Laurent, c'est qu'en 2016, il y a eu donc le non, la France insoumise. Étape suivante, 2018, les gilets jaunes. Alors sur les gilets jaunes, la colère sociale n'a pas été captée, à la différence de la loi de Myriam El Khomri, la loi travail qui, elle, avait pu susciter un certain rapprochement entre les forces syndicales, les forces ouvrières, les simples citoyens qui voulaient manifester contre cette loi et les forces de la France insoumise, tout jeune mouvement qui venait de s'être créé. En revanche, en 2018, on observe que pour les gilets jaunes, LFI n'a pas su capter cette ardeur populaire. Et on sent tout de suite, et c'est ça qui est intéressant, comme le décryptent nos experts dans ce documentaire, qu'en 2019, il y a ce point de bascule avec cette marche contre l'islamophobie. Et c'est là que, ne pouvant capter l'électorat social et populaire, la France insoumise a décidé de passer à autre chose et donc d'aller capter un électorat qui est davantage sensible aux questions des quartiers, des cités, des banlieues, au frérisme, au salafisme, à l'islamisme, enfin toutes ces choses-là qui font que LFI est devenu aujourd'hui le parti le plus proche des racailles et des étrangers et souhaite tout simplement faire exploser notre pays en 1000 morceaux, en le communautarisant, puisque, on vous le rappelle, et c'est ce que dit Olivier Vial, qui veut être trotskiste, veut prendre le pouvoir par la rue. Dans ce premier extrait où on décrypte d'où vient LFI, il est très intéressant pour ça. Quel est le rapport entre Gaza et les femmes ? Ce point de bascule va d'ailleurs s'illustrer avec l'arrivée de nouvelles figures au cœur d'un nouvel écosystème LFI et d'une véritable galaxie de la haine. Plusieurs visages, associations et comités sont depuis au cœur de cette fabrique de la haine. Parmi les nouveaux députés, élus en 2022 et 2024, il y a les agitateurs, Louis Boyard, ancien chroniqueur, défenseur des racailles, ancien trafiquant de drogue assumé, l'insoumission face au TikTok. Sébastien Delogu, ancien chauffeur de Jean-Luc Mélenchon, coqueluche des quartiers marseillais, candidat à la mairie de la cité phocéenne. Raphaël Arnaud, leader du mouvement violent d'ultra-gauche La Jeune Garde, en cours de dissolution, mais surtout
triple fiché S. Thomas Porte, ancien cheminot, provocateur notoire, comme lorsqu'il écrase un ballon de foot à l'effigie d'Olivier Dussopt et des liens troubles avec les réseaux islamistes. Carlos Bilongo, enfant de l'immigration congolaise et angolaise, militant associatif et défenseur des luttes antiracistes. Ersi Assoudeh, infatigable antisioniste, proche d'Ilyas Dimzalen, qui appelait à l'intifada dans les rues de Paris. Et des idéologues, pas moins agitateurs que les premiers. Rima Hassan, militante acharnée de la cause palestinienne, nouvelle égérie martyre drapée de son kéfier. David Giraud, militant de la cause insoumise de la présidentielle 2022 et toujours prompt à minimiser le danger de l'islam radical, candidat de la mairie de Roubaix, où il cherche à nouer un lien quasi fraternel avec la communauté musulmane. Daniel Obono, figure historique députée depuis 2017, celle qui qualifiait le Hamas de mouvement de résistance. Alors, on enchaîne avec la galaxie autour de Jean-Luc Mélenchon, cette galaxie de la haine. On vous disait, historiquement, il y a eu un tournant en 2019. Et puis, il y a 2022. 2022, Jean-Luc Mélenchon quitte l'Assemblée nationale, il laisse sa place à Manuel Bompard sur la circonscription des Bouches-du-Rhône, et s'ensuit un véritable chaos à l'Assemblée nationale. Vous l'aviez suivi, cette bordélisation systémique, à cause notamment de nouveaux profils. Et nous, on a voulu dessiner cette galaxie de la haine autour de Jean-Luc Mélenchon. Alors, on a épinglé quelques profils comme ça. Et pourquoi on a choisi ces profils-là ? Eh bien, tout simplement parce que ce sont certainement les plus représentatifs de ce qui est aujourd'hui cette fabrique de la haine. Prenons un instant. Nous avons par exemple au centre, Jean-Luc Mélenchon, évidemment, nous y reviendrons. Nous avons Daniel Obono, qui est certainement l'une des premières, qui était députée depuis 2017. Souvenez-vous, Daniel Obono, c'est celle qui, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, eh bien, se moquait de Jeanne d'Arc, disant que c'était une folle qui entendait des voix, et puis c'est celle qui n'ose pas dire « Vive la France, ça lui est insupportable ». Évidemment, on ne pouvait pas le rater, Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud, pourquoi ? Parce que depuis 2016-2018, au moment où la France Insoumise commence à prendre de l'ampleur, eh bien Raphaël Arnaud, lui, il prend de l'ampleur avec la Jeune Garde. Vous savez, ce mouvement quand même amusant d'Antifa aux méthodes fascistes, qui agresse, attaque, menace Alice Cordier, cette jeune femme féministe du collectif Némésis, d'une balle dans la tête. On est quand même sur ce type de comportement avec la Jeune Garde. Et donc Raphaël Arnaud, il est monté progressivement, il est allé dans les mêmes manifestations que les Black Blocs, et il est monté progressivement dans les rangs de la France Insoumise jusqu'à devenir député, malgré le fait qu'il soit fiché S. Donc, vous voyez cette nébuleuse de la haine et de la violence. Rima Hassan, évidemment, je vous fais pas de dessin. Nouvelle figure de proue, figure égérie, récente, autour de Jean-Luc Mélenchon, qui incarne aujourd'hui cette espèce de héroïne martyre, et qui finira certainement par être l'une de celles racisée, venue, en tout cas, qui ne s'inscrit pas dans une lignée qui est celle des blancs bourgeois parisiens de la France Insoumise de Mathilde Panot et Louis Boyard, qui s'inscrit dans une défense davantage de la diversité, du côté racialiste, puisque elle-même, en tribune, à côté de Mathilde Panot, disait que votre temps à vous, en s'adressant à Mathilde Panot, est révolu, notre temps à nous, celui du porte-parole est révolu aussi. Il va falloir qu'on incarne physiquement, racialement la France Insoumise. Donc Rima Hassan, comptez sur elle à l'avenir si vous êtes sympathisant de la France Insoumise, parce qu'elle va écarter les autres qu'on a pu mettre dans cette galaxie. Je pense à Louis Boyard, que vous voyez, on va y revenir sur Villeneuve-Saint-Georges, et puis par exemple Ersi Assoudeh, qui malheureusement pour elle est blanche, malheureusement pour elle n'incarne pas ce que Rima Hassan veut voir émerger à la France Insoumise. Mais Ersi Assoudeh, elle est quand même pas en reste de polémique, puisque c'est celle qui est proche d'Elias Dimzalen, vous savez, cet islamiste qui appelait à l'intifada dans les rues de Paris. Et puis bien sûr, on vous a mis d'autres profils sur cette nébuleuse. Thomas Porte, évidemment, on le rappelle, on vous donne comme ça tous les exemples, on rappelle un peu leur fait d'armes. Thomas Porte qui écrase un ballon à l'effigie d'un ministre, qui s'affiche 2 jours avant le 7 octobre avec l'association Al-Quds en Palestine. Sébastien Delodu, l'ancien chauffeur de Jean-Luc Mélenchon, qui traite de noir de service un de mes agents de sécurité en manifestation, estimant qu'un homme noir ne pourrait cautionner le travail de frontière, ne pourrait aider et protéger frontières. Et bien Sébastien Delodu en prenne pour son parti, parce que cet agent de sécurité qui est extrêmement courageux, qui est un travailleur, cela même que la gauche a abandonné, eh bien il préfère de très loin mes valeurs, celles de frontières, que celles de Sébastien Delodu. Et puis évidemment Carlos Martins Bilongo, vous savez, cet enfant issu de l'immigration qui a choisi de faire ce combat, le combat essentiel, celui de la diversité à l'Assemblée nationale, même s'il a été mouillé dans différentes affaires. Et puis bien sûr
celui qu'on ne peut pas oublier dans un tel graphite, c'est évidemment David Giraud. Et vous allez voir dans ce documentaire une scène assez effarante où l'on rencontre un proche de David Giraud à Roubaix qui nous dit, il est patron d'un restaurant kebab, et qui nous dit que David Giraud fréquente toutes les mosquées de la ville, que les juifs contrôlent le monde, contrôlent les médias, donc les discours relents antisémites. Voilà, pour connaître quelqu'un, il suffit de rencontrer ses amis. Donc voilà toute cette galaxie, cette nébuleuse de la haine qu'on a voulu dessiner autour de Jean-Luc Mélenchon pour essayer de percevoir, de comprendre comment ce personnage qui s'était construit seul s'est entouré aujourd'hui d'une véritable fabrique de la haine. On avance. Bravo à Louis Boyard et à ses colistiers, se félicite Mohamed Awad Abdou, un proche du député Paul Vanier, au sujet de Mohamed Ben Yaklef, un candidat pro-Hamas sur la liste du candidat insoumis à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. Ça veut dire qu'en France, on peut avoir un candidat au municipal. Je vais vous dire une chose. Vous me répondez ou pas? Non, elle vous gêne la question. Non, mais répondez-moi. Est-ce que donc sa candidature pro-Hamas vous gêne pas? Mais je sais même pas qui est ce Mohamed Ben Vous n'avez Yaklef. pas lu, il est numéro Je 7 sais sur la même liste. pas. Boyard que Il veut vous mettre connaissez. les gens sur la défensive. Non, mais je sais ce qu'il essaye de faire. Non, mais ça vous gêne. La Il va faire son monsieur, vieux c'est montage qu'il Ça vous pourri gêne. avec sa vieille casquette. Je peux vous montrer les tweets de Mohamed Ben Yaklef? Montrez-moi les tweets. Quand vous avez Non, des mais députés du RN. Honte à la France qui a osé qualifier la résistance palestinienne de terroriste. Est-ce que le Hamas est un mouvement de À quel moment résistance? il dit qu'il part du Hamas là? Dites-moi. On parle pas du Hamas? Dites-moi quand est-ce qu'il part du Hamas. Je vais vous sortir d'autres tweets. Je vais vous sortir d'autres tweets. Dites-moi où est-ce qu'il part du Hamas. Je vois pas le Monsieur, ça a été confirmé par toutes les rédactions. D'accord. Qui toutes les rédactions? Attends. C'est pas des rédactions. Le Figaro, c'est pas une rédaction? T'es en train de tomber dans son Le jeu. Figaro, vous en pensez quoi? Non, mais tu le crédibilises comme ils journaliste, ont c'est pas un confirmé. journaliste. La question c'est que vous n'êtes pas de journaliste. Vous venez ici. Ah bon? Vous venez ici sur un événement Pourquoi? politique. Donnez-moi un Pour argument. donner des diffamations. Vous êtes en train de véhiculer Quelle toutes sortes diffamation? de Je viens juste vous poser des informations questions, factuelles. Mais il n'y a monsieur. aucune question. Mohamed Ben Yaklef ne soutient pas le Hamas, Mais vous il y a dites. pas- Attends, non, je il pense ne que les soutient gens pas savent pas Hamas. quitter. Vous affirmez, vous Hamas. confirmez Il le ne soutient Mohamed pas Ben. le Hamas. Et la seule chose que vous D'accord. faites, monsieur, c'est que la seule C'est pas de la haine, provocation. la seule D'accord. haine Va factuelle qui est chialer. véhiculée en Gna, gna, France, gna, 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 Alors, c'est que vous véhiculez Qui t'a par vos agressé Je vais vous poser une Qui t'a question. agressé Adel Médo, qui est délinquant, La seule- vous le connaissez? Au sein de la France Insoumise, on parle beaucoup de Rima Hassan, Sébastien Delogu, Ercilia Soudé, mais on a aussi un entrisme islamiste qui vient par la base, par les collaborateurs qui poussent leurs élus à être de plus en plus radicaux. On a par exemple le cas de Mohamed Awad, qui est l'ancien président des jeunes musulmans de France. Donc ça, c'est la branche jeunesse des frères musulmans, qui a été fondée par Ihsan Iqwisen, un imam qui a été expulsé par Gérald Darmanin pour ses propos antisémites. Eh bien, lui, il a tenu des propos sur ses réseaux sociaux où il soutenait les frères musulmans en utilisant des symboles de frères musulmans. Il est également le soutien de Mohamed Morsi, l'ancien président égyptien, qui était une figure des frères musulmans, ainsi que Recep Tayyip Erdogan, qui est aussi une figure des frères musulmans. Donc on a des personnes qui sont imprégnées de cette idéologie au sein des collaborateurs. Alors, dans cette fabrique de la haine, il y a un élément qui ressort, qui est clé, c'est bien de comprendre que la France Insoumise n'a aujourd'hui plus aucune limite. Dans les choix de ses collaborateurs, on y reviendra, mais aussi dans les choix de ses candidats aux élections municipales. Prenons un tout petit instant sur Villeneuve-Saint-Georges. Vous savez, on a largement suivi cette campagne électorale au début de l'année 2025, cette campagne municipale partielle à laquelle se présentait Louis Boyard, donc le candidat parachuté depuis Paris par Jean-Luc Mélenchon, qui est venu remplacer le candidat racisé des banlieues, Mamadou Traoré, en prenant sa place. Eh bien, Villeneuve-Saint-Georges, on a assisté à un chaos, CHAOS, qui a mené à un chaos, K.O.technique. Voilà, du chaos au chaos. Villeneuve-Saint-Georges a été l'exemple ultime d'un effet, d'une stratégie de la France Insoumise où on a voulu galvaniser les cités, les banlieues et les quartiers pour se faire élire. Heureusement, à Villeneuve-Saint-Georges, la bascule démographique n'a pas encore eu lieu. Ce qui fait qu'à Villeneuve-Saint-Georges, on a encore eu un front républicain de droite qui s'est levé face aux candidats qui faisaient peur, aux candidats de la haine et de la violence, ceux de la France Insoumise. Mais il faut retenir une chose de Villeneuve-Saint-Georges, c'est que la victoire de Christelle Niasme, elle se fait parce qu'il y a encore un peuple suffisamment nombreux démographiquement pour contrecarrer le projet islamiste, le projet violent de Louis Boyard et de la France Insoumise. Mais dans certaines villes, on parlera de Roubaix tout à l'heure, on parlera aussi de Saint-Denis et de toutes ces villes que la France Insoumise va tenter de capter pendant les municipales, eh bien, si démographiquement le tic-tac, comme je le dis souvent, est passé, eh bien, ces villes tomberont. Ça n'a pas encore été le cas à Villeneuve-Saint-Georges.
et on peut s'en réjouir. Bordélisation de l'hémicycle, condamnation, appel à la violence. Voilà un écosystème baignant dans le bruit et la fureur. Mais derrière ce nuage insoumis, comme une machine ne peut pas tourner seule, se cache toute une nébuleuse de collaborateurs LFI au profil sulfureux. Entre soutien au Black Bloc, soutien au Hamas et autres prêcheurs en ligne, l'univers gravitant autour de LFI semble être en dehors de tout cadre républicain. On traque les musulmans partout où ils osent s'exposer, comme on traquait les juifs sous l'Allemagne nazie. Mehdi Al-Fazizi, assistant parlementaire d'Alma Dufour. Gloire au peuple palestinien. Les résistants brisent les barrières des forces d'occupation. Lamine Benma, ancien assistant parlementaire de Sébastien Delogu, le 7 octobre 2023. Plus que Sir Crux, écrit Manon Lopez, ancienne assistante parlementaire de Ségolène Namio et proche des Black Blocs, commentant alors la profanation de la tombe de Jean-Marie Le Pen, après avoir tweeté au sujet d'Emmanuel Macron. Tu connais l'histoire, les rois finissent à la guillotine. Israël doit être mis au banc des nations. Aziza Nouiwa, assistante de Thomas Porte, ancrée dans les réseaux militants radicaux, relais des appels d'urgence Palestine. Alors on est également revenu dans ce documentaire, comme nous l'avions fait dans notre magazine LFI, le Parti de l'étranger, qui nous a valu tous ces tumultes que vous aviez pu voir à l'Assemblée nationale. Nous sommes revenus sur cette autre nébuleuse qui entoure les députés de la France Insoumise, c'est celle des collaborateurs. On égrène dans ce documentaire, dans l'extrait que vous venez de voir, plusieurs noms, plusieurs faits d'armes de ces collaborateurs. Vous voyez des tweets qu'ils ont pu poster entre soutien à la violence, renversement de la police, insurrection, mais surtout appel à l'intifada et félicitations de l'attaque du Hamas sur le pays, sur Israël le 7 octobre, le pogrom qui a été commis sur la communauté juive. Et donc, certains se félicitent de cette attaque du Hamas, en tout cas ne cachent pas leurs accointances. On voit par exemple une collaboratrice qui, elle, défend le hijab lors du sport, dans les compétitions sportives. Donc vous avez, elle s'appelle Émilie Pomar, vous avez comme ça plusieurs profils qu'on a souhaité mettre en avant, épingler pour connaître, savoir qui entoure aujourd'hui la France Insoumise, parce qu'ils partagent les mêmes valeurs et puis ils fréquentent certains milieux indirectement. Donc c'est toujours intéressant. Je vous invite vraiment à vous concentrer sur ce passage parce qu'il va y avoir une commission d'enquête parlementaire, vous le savez, à la rentrée de septembre. Et lors de cette commission d'enquête parlementaire, ils vont être interrogés, ces collaborateurs, ces assistants, ils vont être interrogés sur leur lien avec le fréisme et le salafisme. Donc je trouve que ce passage du documentaire, il est particulièrement intéressant. Cette cause, celle qui fait le plus de bruit sur X, est le fruit d'une stratégie bien huilée de la France Insoumise, doper leur visibilité, avec un objectif simple, mobiliser une armée numérique communautaire, prompt à se rendre place de la République au moindre appel, comme en témoignent les effets de communication de la députée Rima Hassan à bord de la flottille de la Liberté en direction de Gaza. J'ai un mot à dire à Israël. Le prochain bateau est bientôt prêt à partir. Et il s'appellera Hamdallah. Et il y aura autant de bateaux que nécessaire pour briser ce blocus. Alors, on vous a remis une large séquence sur l'antisémitisme de la France Insoumise avec ces commentaires sans équivoque de Gilles William Goldnadel, mais surtout ces éléments qui ne peuvent tromper personne. La proximité avec Elias Dimzalen, Thomas Porte et ses liens troubles avec certains réseaux proches du terrorisme palestinien, tout comme Ercilia Soudeh, qui a reçu à l'Assemblée nationale Mariam Aboudaka, dont vous avez tout ce descriptif. Jules le rappelle très bien, Gilles William Goldnadel l'analyse très bien, d'une montée, d'une poussée de l'antisémitisme au sein de la France Insoumise. Et puis vous le voyez en manifestation avec certains éléments radicaux qui portent des kéfiers palestiniens et qui nous expliquent que nous n'avons pas notre place ici. Et justement, sur la violence, on va y venir dans un instant. Je vous laisse regarder d'abord avec moi cet extrait de différentes manifestations auxquelles on a pu participer et on les commente ensuite. Cette nébuleuse LFI, qui a abandonné le social au profit du racialisme, de l'islamisme et à certains égards de l'antisémitisme, est passée ces dernières années de l'idéologie à la pratique. LFI a sombré radicalement dans la haine débridée et la violence décomplexée. Coups d'éclat permanents, haine de la police, manifestations similaires à des guérillas urbaines, le chaos est devenu le mot d'ordre dans cette véritable fabrique de la haine. Depuis plus de 10 ans, la France Insoumise a délibérément enchaîné les scandales, appels à la violence et autres coups d'éclat que l'on retrouve au sein même de l'hémicycle. Députés
policiers qui écrasent des têtes de ministres en forme de ballons de football ou menacent de jeunes élus du RN, bordélisation permanente de l'Assemblée nationale et même violence et pression à l'égard de notre équipe de journalistes. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous manifestez? C'est-à-dire, Jordan Florentin. Oui, bon, c'est quoi toi? Vous êtes journaliste? Je vais vous demander pourquoi vous manifestez, monsieur. Tu veux la sécurité de ça, frère? Non, mais laissez. Tu veux la sécurité de ça, vraiment? Mais pourquoi vous manifestez, monsieur? On a pas la réponse. Regardez ces images, mais enfin, regardez ces images. Ils ne veulent pas que des journalistes soient présents à l'Assemblée nationale. On en est là en France aujourd'hui. Non mais c'est... Moi je vous assure... Sur la base, monsieur Pro, d'un magazine qui a décidé de faire justement sa manchette et des articles sur LFI. Je vois que vous avez des chefiers palestiniens. Je vois que vous êtes frontière, genre je parle pas au facho, désolé. Vous parlez pas haut? Facho. On est journaliste de frontière. Quel est le rapport? Donc un média d'extrême droite. C'est-à-dire, c'est quoi l'extrême droite pour vous? Bisous chaton à plus. Hein. On est de droite? Ah, Un média de droite. Non, c'est un média d'extrême droite. D'extrême droite. Il est là comme ça. Il est là comme ça. C'est un mec d'extrême droite, il est là. Pardon? Avance. Avance. Vous me donnez des ordres? Avance. Pour quelle raison? Ça vous fait drôle qu'en fait on vous résiste? Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Alors dans cet extrait, vous avez pu revoir ce jeune homme enfant de la Palestine, comme il aime à se décrire, qui, lorsqu'on lui demande ce qu'est l'extrême droite, ne sait pas nous répondre, et puis nous quitte avec un fameux bisou chaton qui est devenu légendaire sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier d'être aussi nombreux à nous suivre. Ces vidéos, elles font parfois plus d'1 million de vues, donc c'est toujours agréable de savoir que vous êtes derrière et que vous nous soutenez, et c'est ce qui nous permet de subir et d'affronter cette violence que l'on voit en manifestation. Alors, ce passage du documentaire, c'est aussi pour vous expliquer comment la fabrique de la haine, elle emploie des méthodes qui s'apparentent à une véritable guérilla urbaine et comment elle met du feu sur... elle souffle sur les braises de cette guerre civile. Quand vous voyez Richie Thibault, que j'ai encore là sous les yeux, qui explique que CNews et Frontières ont du sang sur les mains, quand vous avez Jean-Luc Mélenchon qui s'en prend violemment à un policier sur un plateau de télévision, eh bien, vous avez toute cette expression d'une violence qui est anti-flic, mais qui est aussi anti-France. On l'a vu sur le racisme anti-blanc. Mais sur la violence, c'est quand même intéressant. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes journaliste de droite, aller à une manifestation de la gauche, de l'extrême gauche. Vous ne restez pas plus de 30 secondes. Vous avez besoin d'agents de sécurité. Et on le voit, il y a cette intolérance. Et ce qu'on explique souvent, et ce qu'on a voulu traduire à travers ce documentaire, c'est que au nom de l'antifascisme, l'extrême gauche est prête à tout. Il pourrait nous lyncher, il pourrait nous agresser, nous violenter, et cela ne choquerait personne. Alors je suis très heureux que dans ce documentaire, cette violence, elle soit analysée par Éric Nolot, par Olivier Vial, et qu'on puisse mettre à nu ce visage de la violence, du bruit et de la fureur qui est aujourd'hui la France insoumise. Je pense que globalement, ce documentaire, il permet vraiment de montrer, encore une fois, je le rappelle un petit peu sur le scénario, d'où part la France insoumise. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, d'il y a 10 ans, se serait fait traiter de nazi et d'extrême droite au sein d'une manifestation s'il tenait encore les mêmes propos aujourd'hui sur le burqa, la burqa, sur le voile, sur tous ces outils d'oppression des femmes et même des hommes musulmans. Et puis comment elle a grandi, cette nébuleuse, comment il y a eu cet épisode des Gilets jaunes en 2018, de la marche contre l'islamophobie en 2019, de ce passage de flambeau à l'Assemblée nationale entre Jean-Luc Mélenchon et les nouveaux députés en 2022, et puis cette bordélisation qui est venue progressivement et qui donc se traduit par de l'antisémitisme, du racisme anti-blanc et de la violence en manifestation, comme vous venez de le voir. Alors, on va regarder une autre séquence qui est extrêmement choquante. On va pas regarder les 12 minutes ensemble, mais on va regarder quelques, en tout cas un extrait de ces images inédites de la manifestation du 1er mai, qu'on n'avait pas souhaité vous livrer avant la sortie de ce documentaire, parce qu'on trouvait intéressant de vous illustrer la violence de la gauche par ce moment du 1er mai, où nous avons encore été pris à partie. Alors, je vous propose qu'on regarde l'extrait tout de suite ensemble, et on le commente ensuite.
Lève ton menton, moi. Moi, je fais que la victime. Va te cacher. Personne va rien faire, t'as trop peur. Arrêtez pas. Ah, non, commissaire. Ce monsieur depuis... Ah, même les mecs de ta sécu, ils sont pas d'accord avec tes idées. Ah, t'es tout seul. Nique ta race. Tu veux triper, je veux pas les couilles. Quoi vous dire ? Comme d'habitude, vous allez à une manifestation de la gauche et vous êtes violenté, chassé, insulté, vous vous faites cracher dessus. Il faut noter quand même que lorsque des journalistes de gauche, je pense à Daphné Deschamps et Maxime Sirvins, journalistes du média Politis, Antifa revendiqués, qui assument de casser le matériel d'autres journalistes en manifestation, qui assument leur connivence totale avec les Black Blocs, les Antifa, l'extrême gauche, et qui vont à une manifestation, vous le reconnaîtrez, on ne peut pas faire plus radical à droite, la manifestation du C9M, le comité du 9 mai, de la droite radicale à Paris. Lorsque ces journalistes d'extrême gauche vont à cette manifestation, ils ne sont même pas effleurés. Il n'y a pas le moindre sifflet, le moindre colibet, tout se passe bien pour eux. La différence, c'est que cette droite-là, elle est bien élevée, elle est bien éduquée. Et jamais il ne lui viendra à l'esprit de prendre à partie physiquement un journaliste. Or, quand vous allez dans le camp des intolérants, des violents, des séditieux, dans le camp des hargneux, des gens qui ont la haine, la fureur au bout des lèvres, eh bien, en tant que journaliste de droite, vous vivez ce que je viens de vivre. Mais ça va encore plus loin. C'est-à-dire qu'on nous dit « Jordan, t'es mort ». Tout le monde déteste Florentin. Il y a des accusations très graves. Il y a des menaces physiques. Jordan, on va te fumer. Jordan, t'es mort. Ça, c'est la violence à laquelle on est confronté, nous, mais sur laquelle on ne va jamais lâcher. Vous voyez, ce documentaire, si on en remet une couche, si on refait ce documentaire, et c'est là-dessus, c'est très important de vous nous souteniez. Je reparlerai de ce projet de radio qu'on lance en septembre, mais sur l'achat de nos magazines, sur le fait de s'abonner à Frontières Plus et de regarder ces documentaires, c'est là où on a besoin de vous. C'est que lorsqu'on se retrouve dans ces situations en manifestation, vous me demandez souvent comment je fais pour tenir, mais tout simplement, je pense à vous, je pense à la rigueur de notre travail, au fait qu'on ne peut pas lâcher, qu'on ne peut pas abandonner là-dessus, et qu'il est hors de question de se laisser faire face à ces méthodes tout simplement fascistes et dont ils nous accusent d'ailleurs de pratiquer les mêmes, ce qui n'est pourtant jamais arrivé. Donc on a voulu vous montrer dans l'intégralité ce moment du 1er mai puisque, comme on le dit, les images, elles parlent d'elles-mêmes et il faut savoir que dans ces moments-là, si je n'ai pas d'agent de sécurité, ça pourrait très, très mal se terminer pour nous. Mais ça illustre aussi, si on en revient au sujet du documentaire, comment, dans cette fabrique de la haine, on a abandonné les sujets sociétaux, puisqu'ici, il n'a jamais été question des travailleurs, il n'a pas été question de lutte pour les droits sociaux dans cette manif du 1er mai. Il a surtout été question de Gaza, de la Palestine et de l'extrême droite. Vous voyez, cette gauche qui ne porte de gauche plus que le nom a complètement dérivé dans une fabrique de la haine, dans une nébuleuse qui ne se soucie plus des travailleurs ni des sujets sociétaux. Vous l'avez vu dans les graphiques aussi plutôt dans ce documentaire, mais plutôt de sujets internationaux et surtout de mettre vraiment, de remuer les braises pour faire avancer l'agenda politique de l'extrême gauche, à savoir celui de faire éclater ce pays en 1000 morceaux en menant nos concitoyens dans une guerre civile. Dans la fabrique de la haine, les cadres LFI qui ont comme défaut de ne pas être issus de la diversité semblent être progressivement mis de côté. Et il y en a une qui va en faire sévèrement les frais, Mathilde Panot. Dans un récent meeting aux côtés de Rima Hassan, celle-ci a dû botter en touche après des propos sans ambiguïté de la nouvelle égérie martyre. La diversité doit désormais incarner physiquement l'aile extrême de la gauche. L'antiracisme a besoin de voix et de visages incarnés et non pas de porte-parole éloignés de ces réalités. La scène où Rima Hassan explique devant Mathilde Panot que le temps du porte-parole là est révolu, que maintenant les racisés doivent prendre le pouvoir, ça m'a fait beaucoup penser à une scène historique que moi je me repasse souvent. Ça se passe le 22 décembre 1989 à Bucarest. Ceausescu fait son dernier discours, il est en train de débiter sa langue de bois habituelle, et il y a un mouvement de foule, et tout d'un coup il détourne le regard, et il voit quelque chose d'anormal qui se passe, et il sait que c'est fini. De fait, 2 heures plus tard, il va fuir le palais en hélicoptère. Mais il a compris. Et dans les yeux de Mathilde Panot, je vois qu'elle a compris.
ce qui va se passer, c'est elle qui répond à la question à quoi ressemblera LFI dans 10 ans. LFI, dans 10 ans, sera un parti révolutionnaire, encore révolutionnaire, mais révolutionnaire islamiste. En fait, c'est un scénario à l'iranienne. C'est-à-dire que les communistes ont été éliminés en Iran au profit des islamistes. Là, les islamistes, dans 10 ans, auront éliminé tout ce qui ressemble à des blancs ou des moitiés de blancs à LFI. Ils en garderont peut-être pour la vitrine, mais c'est eux qui auront pris le pouvoir pour appliquer leur programme, qui est un programme islamiste. En réalité, voilà pourquoi il y a tant de fraternité entre le Hamas et les filles, parce que la logique ultime, c'est l'imposition de la charia. Voilà. Alors évidemment, c'est peut-être pas le programme dans la tête de Mathilde Panot, mais Mathilde Panot et les autres sont les idiots utiles des gens qui, eux, veulent que la France se transforme je sais pas, comment appeler ça, en califat, ou en tout cas certaines parties de la France se transforment en califat. Elle ne sait pas qu'elle ne fait pas partie du plan, Mathilde Panot. Mais là, elle a compris que son avenir est compromis, mais elle ne sait pas encore à quel point. Les mencheviks, eux, ont compris en Union soviétique, dans le temps, les communistes iraniens ont compris que ces gens-là n'ont pas d'alliés, ils n'ont que des soumis, ils n'ont que des piédestals pour parvenir à leur fin. Alors, je vous emmène sur la fin de ce documentaire pour commenter peut-être un mot sur la conclusion. On va regarder ensemble vraiment un passage très court, c'est celui de cet échange, cette tribune que partagent Mathilde Panot et Rima Hassan, où vous allez voir que dans les yeux de Mathilde Panot, elle a tout compris. Dans la fabrique de la haine, les cadres LFI, qui ont comme défaut de ne pas être issus de la diversité, semblent être progressivement mis de côté. Et il y en a une qui va en faire sévèrement les frais, Mathilde Panot. Dans un récent meeting aux côtés de Rima Hassan, celle-ci a dû botter en touche après des propos sans ambiguïté de la nouvelle égérie martyre. La diversité doit désormais incarner physiquement l'aile extrême de la gauche. L'antiracisme a besoin de voix et de visages incarnés, et non pas de porte-parole éloignés de ces réalités. Voilà, cet extrait qui vient un petit peu conclure notre documentaire, je crois que c'est celui qui est peut-être le plus pertinent. Et vous voyez dans l'analyse qu'en tire Éric Nolot, qui est tout à fait pertinente, qu'il a compris que cette gauche était loin, comme je le disais, de tous les sujets de prédilection, que la gauche laïque et républicaine, aujourd'hui, elle est compliquée à trouver. Et qu'on voit dans les yeux de Mathilde Panot qu'elle a compris, comme le dit Éric Nolot, qu'elle ne faisait pas partie du plan. C'est-à-dire que la question qu'on a voulu poser à la fin de ce documentaire, c'est l'avenir de la France insoumise. Comment ce parti va évoluer dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? C'est vraiment la suite du fil conducteur de ce reportage. Et donc, on nous explique, nos experts qui connaissent bien ce mouvement, gagent sur l'idée que Rima Hassan, les Rachel Ketty, Sébastien Delodu, Cédric Martins-Bilongo, tous ceux qui sont plutôt issus de la diversité, de la créolisation chère à Jean-Luc Mélenchon, vont prendre le pas sur Mathilde Panot, Aurélia Trouvé, Alma Dufour, Émeric Caron, pensons forcément à Antoine Léaumont qui vient se victimiser sur les Champs-Élysées en expliquant que la police est dangereuse, que la police est méchante, alors qu'en fait lui-même ne fait pas partie du plan et qui sera le premier à se faire chasser et dégager par cette foule hargneuse qui, il faut le répéter encore une fois, ne fait pas partie de notre civilisation. Eh bien, Rima Hassan, Sébastien Delodu, tous ces gens-là, en réalité, méprisent Mathilde Panot, Louis Boyard, tous ceux qu'on a pu citer et que nos experts analysent, ils les méprisent et ils prendront leur place dans les années à venir. C'est ça la fabrique de la haine. Cette fabrique de la haine, elle conduit à ce qu'il y ait une scission au sein même de l'extrême gauche et de la France insoumise. Donc ça va être intéressant de suivre ce mouvement dans les années à venir. Voilà les scènes qui me paraissaient être les plus fortes de ce documentaire que je voulais retraverser avec vous. Alors vous le voyez, on ne manque pas de courage, on ne se débine pas face à cette violence, face à cette radicalité de l'extrême gauche. Et si vous avez envie de vivre plus régulièrement, plus quotidiennement ce que vous avez pu voir dans ce documentaire, il y aura, je le répète, la commission d'enquête parlementaire en septembre sur la France insoumise. Eh bien, ça passe par notre projet de radio. C'est une radio qui va se tenir dans des nouveaux locaux, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où nous ferons des émissions quotidiennes, des reportages, de la musique également, bien sûr, et surtout du décryptage de terrain. Je me brancherai régulièrement en live pour vous dire, notamment sur les élections municipales, ce qui se passe dans telle ou telle ville, suivre les manifestations de la gauche. Et donc, eh bien, pour financer cette radio, nous avons besoin de vous. Il y a derrière des moyens humains, des moyens techniques, donc nous comptons vraiment sur votre soutien. Cette radio, elle a besoin de 100 000 euros pour voir le jour. Nous avons donc mis en place un appel aux dons. Vous le retrouvez sur www.frontiermedia.fr/dons. Donc je vous invite véritablement à y contribuer. Je compte sur vous. Si vous souhaitez me voir à nouveau dans ces manifestations,
conversation, avec le sang-froid qu'on me connaît et surtout avec le courage qu'on connaît aux équipes de Frontières, eh bien, je n'abandonnerai pas. Mais pour ça, encore une fois, nous avons besoin de vous. Alors, abonnez-vous également à Frontières Plus, suivez notre actualité, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Je compte sur vous. À bientôt pour d'autres documentaires. Au passage, je vous remercie. Il y a un documentaire qui a très bien marché, c'est celui sur Élise Lucet. Nous avons contre-enquêté sur l'enquêtrice, la justicière du service public. Alors rassurez-vous, nous ne lâcherons rien. Et si vous voulez que ça continue, on a besoin de vous. À bientôt. LFI est devenu le premier parti pro-islamiste de France. Ils ont gagné un nouvel électorat. Je me permets de rappeler que ces gens-là sont main dans la main avec des islamistes qui ont massacré des juifs, y compris en France. D'accord ? Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Déjà, la plupart des gens à Roubaix, on va dire 75-80%, c'est des musulmans à Roubaix déjà. Tout le monde est entre leurs mains, les juifs. T'as beau faire tout ce que tu veux, tu vas dire que tu les aimes pas, mais au fond, toi, t'es obligé de les aimer. Mélenchon a foulé aux pieds la laïcité, la République, l'universalisme et même la simple décence, pour ne rien dire de l'antisémitisme dont il pratique les 50 nuances. En bon trotskiste, il sait qu'il y a deux manières de gagner le pouvoir, soit par les élections, soit par un moment, les circonstances, comme il aime le dire. Prochain bateau est bientôt prêt à partir. Jean-Luc Mélenchon est la honte de la gauche. Je veux croire qu'il n'en sera pas l'avenir. Et les filles, ce sont les idiots utiles de l'islamisme. C'est Monsieur Bolloré, c'est Frontières. C'est un parti de l'étranger, il faut le dire. Et LFI est devenu un parti de l'étranger et qui agit comme tel.